le 24 juin, jour de fête pour des millions de Québécois et de Franco-Canadiens. La Saint-Jean-Baptiste, ce moment idéal pour célébrer notre identité, notre culture, notre peuple, nous en tant que tels, Québécoises et Québécois. À travers les époques, retraçons le chemin parcouru par cette célébration, d'un banquet patriotique à un véritable symbole de fierté nationale. Commençons par parler des origines religieuses et païennes des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Tout d'abord, il faut souligner que la Saint-Jean a lieu quelques jours après le solstice d'été, qui tombe le plus souvent le 21 juin, mais cette année c'était le 20. De plus, dans la tradition chrétienne, le 24 juin est le jour où l'on célèbre la naissance de Saint Jean-Baptiste. Cependant, les activités et les festivités reliées à la fête existaient déjà avant la christianisation de la tradition, aux alentours du VIe siècle. Ainsi, des peuples du Liban et de la Syrie de l'Antiquité célébraient le dieu du soleil, alors que les peuples celtes et germaniques organisaient des feux populaires afin de bénir leurs moissons. À l'époque de la Nouvelle-France, on organisait des feux de joie lors de la Saint-Jean-Baptiste afin de souligner l'arrivée de l'été. En 1826, le Parti canadien change de nom. Il s'inspire alors des patriotes américains pour s'appeler le Parti patriote. Ce changement de nom coïncide avec l'arrivée d'un nouveau chef à la tête du parti, le réformiste Louis-Joseph Papineau, député bas-canadien, avocat de formation. Sauf qu'à cette époque, il est difficile de diffuser ses idées et convictions à l'ensemble de la population. C'est ainsi qu'un journaliste nommé Augustin Norbert Morin entre en jeu. Il fonda dès lors le quotidien La Minerve, un journal dont la ligne éditoriale s'adresse particulièrement aux Canadiens français. Sauf que La Minerve connaît peu de succès à ses débuts, alors que quelques centaines de lecteurs seulement consultent le document. L'année suivante, un imprimier du nom de Ludgère du Vernet effectuera l'achat de La Minerve, qui n'allait tout simplement nulle part. Ludgère du Vernet, comme on l'a dit, est un imprimier, né à Verchères, non loin de Montréal, le 22 janvier 1799. Duvernet est un fervent patriote, et d'ailleurs il se fera arrêter par les autorités à 4 reprises. En 1834, suite à l'adoption des 92 résolutions par le Parti patriote, il commence à se poser des questions quant à l'avenir de sa nation. C'est pour cela que le 8 mars 1834, Ludgère du Vernet créa l'association Aide-toi et le ciel t'aidera, reprenant le nom d'une organisation qui était au cœur des soulèvements de Paris des années 1830. Duvernet, en fondant cette organisation, voulait promouvoir l'identité, la culture et les valeurs de la nation canadienne-française auprès des jeunes. Ce faisant, Duvernet voulait aussi faire un pied de nez à une autre organisation, la Loge franc-maçonnique de Montréal, à l'époque principalement composée de riches banquiers anglais. La loge se réunissait plusieurs fois dans l'année, mais il y avait toujours une date en particulier où cette association menée par John Molson Fils tenait un rendez-vous. Le 24 juin, date anniversaire pour le groupe. Alors, le 24 juin 1834, Ludgère du Vernet convoqua clandestinement une soixantaine de ses amis et collègues dans les jardins d'un avocat anglophone, John McConnell, à Montréal. On compte parmi les invités le député patriote Louis-Hippolyte Lafontaine, le maire de Montréal, Jacques Vigée, qui présidera ce premier banquet, et l'avocat Georges-Étienne Cartier, qui chantera pour la première fois « Ô Canada, mon pays, mes amours ». Ils discutèrent de l'avenir de leur nation et y portèrent 25 toasts, le premier d'entre eux en l'honneur du peuple, source de toute légitimité. Ce premier banquet fut un succès sur toute la ligne. Le 26 juin, soit 2 jours suivant la rencontre, un compte-rendu est publié dans La Minerve. Elle, parlant de la fête du 24 juin, sera célébrée annuellement comme fête nationale et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats. Devant le succès considérable de ce banquet, Duvernet est mandaté de répéter l'expérience l'année suivante, et plusieurs municipalités du Bas-Canada emboîteront le pas eux aussi. Toutefois, en 1836, une discorde éclate au sein du Parti patriote, et 2 banquets sont alors organisés. Un dans les jardins de John McConnell et l'autre organisé par Ludgère du Vernet à l'hôtel Rasco de Montréal.
L'édition 1837 se déroule sous fond d'amertume. Le 6 mars, les 10 résolutions écrites par le comte John Russell sont adoptées au Parlement britannique à Londres. Pour les patriotes, ces résolutions leur ont donné une vraie douche froide, car 3 ans plus tôt, le Parlement du Bas-Canada adoptait les 92 résolutions, un document comprenant plusieurs demandes à l'égard du système politique bas-canadien qui désavantageait les Canadiens français. Le banquet du 24 juin eut tout de même lieu sous fond de volonté de rébellion. Et en effet, le 23 octobre 1837, l'Assemblée des 6 comtés, par Louis-Joseph Papineau, sonne le début d'une révolte patriote. Les révoltes qui ont lieu dans le Bas-Canada forcent une interruption de 5 années, entre 1838 et 1842, des banquets de la Saint-Jean-Baptiste. Ludger Duvernay, quant à lui, s'exile aux États-Unis pendant cette période de temps, car il est activement recherché par les autorités britanniques. En 1843, Duvernay, fraîchement revenu au pays, relance la Minerve, dont la production était interdite durant les rébellions. Le 9 juin de cette même année, l'association Aide-toi et le ciel t'aidera change de nom et s'appelle désormais l'association Saint-Jean-Baptiste. Pour cette édition, il y a du nouveau. On met en place un défilé à grand déploiement dans les rues de Montréal. Un banquet, une messe et une distribution de pain béni sont aussi organisés. Les bâtiments sont ornés des symboles canadiens, la feuille d'érable et le castor. 9 ans plus tard, le père de la fête de la Saint-Jean-Baptiste quitte ce monde. Ludger Duvernay s'est éteint à l'âge de 53 ans. On fait un saut en 1878. L'Association Saint-Jean-Baptiste est à la recherche d'un hymne national pour les Canadiens français. L'air qui fut retenu daterait, selon le père de l'anthropologie québécoise Marius Barbeau, du 15e siècle. Un jongleur du nom de James Huston aurait interprété pour la première fois la chanson « À la claire fontaine ». 2 ans plus tard, la Ville de Québec est mandatée d'accueillir la Convention nationale de la francophonie nord-américaine. À partir du 24 juin 1880, toutes les délégations francophones d'Amérique du Nord sont rassemblées. De l'Acadie à la Louisiane, du Québec aux francophones métissés. Dans le cadre de l'ouverture de la Convention, on y joue une chanson qui se veut d'être une ode à la francophonie nord-américaine au Canada. Composée par Calixa Lavallée et écrite par Adolphe Basile Routier, elle semble passer inaperçue et ne reçoit pas tant d'éloges par le public. Et évidemment, aujourd'hui, on connaît l'importance de cette chanson dans la culture canadienne. Entrons maintenant dans le début du 20e siècle, plus précisément en 1907. Le rôle de la Société Saint-Jean-Baptiste est clair, faire perdurer la culture et les valeurs canadiennes-françaises afin de résister à toute forme d'assimilation prévue par le Canada anglais. Cette année-là, la Société envoie une demande formelle à l'archevêque de Québec, Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, pour que ce dernier fasse à son tour la demande au pape Pie X. Monseigneur Bégin fait preuve de réticence, tandis que les membres de la Société le sollicitent. Finalement, en 1908, l'archevêque accepte et envoie la requête au pape Pie X. Et le chef de l'Église catholique romaine dit oui. Certains disent même qu'il a accepté avec grand plaisir. Il déclara Saint Jean-Baptiste patron des Canadiens français. En 1925, la fête nationale gagne en importance. Elle reçoit pour la première fois l'appui du gouvernement du Québec, déclarant que la journée du 24 juin est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il est important de comprendre que ce n'est pas nécessairement pour célébrer le Québec que le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau reconnaîtra les célébrations, mais bien pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, la fête religieuse en l'honneur du patron des Canadiens français. Dans les années 1930, des communautés issues de la minorité culturelle, telles les Slovaques, les Italiens et les Irlandais, se joignent au défilé annuel avec leurs chars respectifs. En 1947, on recense 9 sociétés Saint-Jean-Baptiste à travers la province. À Sherbrooke, un congrès réunissant celles-ci a permis de former la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste, afin d'unifier et de renforcer l'idée nationaliste et la ferveur patriotique. Au cours des années 50, les festivités gagnent en popularité.
La quasi-totalité des quartiers de la ville de Montréal organisent leur propre défilé de la Saint-Jean. 3 ans plus tard, suite à l'apparition de la télévision au Québec en 1952, la toute première diffusion du défilé de la Saint-Jean-Baptiste eut lieu. Une chaîne transmet les images, celle de la Société Radio-Canada. « 1960, l'année qui marque l'entrée du gouvernement libéral de Jean Lesage. Celui-ci promet une vague de changements importante sur l'ensemble des aspects de l'État. Premièrement, une séparation nette entre le clergé catholique et l'État québécois, marquant une entrée dans la modernité. De plus en plus, il ressent une fierté, celle d'être québécois. Le nationalisme bouillonne et une nouvelle forme de pensée entre en scène, le souverainisme. Le Québec est méconnaissable, il mue sans cesse dans le but d'enfin renouveler sa carapace. Des tensions entre le Québec et le reste du Canada font leur apparition. Le 24 juin 1968, à l'occasion du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, la société du même nom invite le maire de Montréal, Jean Drapeau, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, et le futur premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. On dit futur car les élections fédérales avaient lieu le 25, soit le lendemain des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Sa présence dans les tribunes d'honneur choque un nombre considérable de personnes qui s'étaient déplacées pour voir les festivités. La foule devient hostile et les autorités peinent à contenir la situation. Une émeute éclate. Des projectiles sont lancés en direction de Pierre Elliott Trudeau, qui a décidé, contrairement à ses futurs homologues montréalais et québécois, de quitter l'estrade d'honneur. Des voitures de police sont renversées, des drapeaux canadiens sont brûlés. Au final, 290 manifestants sont arrêtés, 125 personnes sont blessées. Voici maintenant à l'estrade d'honneur. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Trudeau écrivit dans son autobiographie « Il y eut dans l'estrade des mouvements divers, comme disent les comptes rendus d'assemblée, peut-être même un début de panique quand presque tous les notables se levèrent pour sortir. Un agent préposé à ma sécurité personnelle tenta aussi de me faire battre en retraite, mais sans succès. Je n'avais pas du tout envie d'obéir à une violence aussi saugrenue. Je déteste la violence. Démocrate, je n'admets pas qu'une infime minorité d'agitateurs tente de chasser à coups de pierre les invités de la majorité. À la grandeur du pays, la télévision diffuse des images de la manifestation et de la résistance du premier ministre. Le lendemain, le Parti libéral qu'il dirige sortira victorieux de l'élection générale. Cette altercation est surnommée le lundi de la matraque. Les prochaines fêtes de la Saint-Jean prennent une tournure plus politique, alors qu'au cours des années 1970, la montée du souverainisme, initiée par le Parti québécois de René Lévesque, fait remonter la fibre québécoise. Et dès lors, plusieurs se posent des questions quant à la place du Québec au sein du Canada. Québécois, c'est votre jour, ne vous laissez parler d'amour. Chers Québécois, c'est votre jour, ne vous laissez parler d'amour. La Saint-Jean en 1975 a été un grand succès. On recense plus d'1 250 000 personnes ayant participé aux festivités sur le Montréal en 5 jours. Ainsi, Gilles Vigneault, Louise Forestier et Yvon Deschamps y ont chanté pour la première fois Jean du Pays, une chanson québécoise créée pour remplacer le fameux Happy Birthday. Le soir du 24 juin, lors du spectacle de clôture, tous les yeux étaient sur Ginette Renault interprétant Un peu plus haut, un peu plus loin, un hommage à Jean-Pierre Ferland. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. 3 ans plus tard, alors que le Québec était dirigé par le gouvernement de René Lévesque, une loi composée d'une vingtaine d'articles reconnaît officiellement
la fête nationale du Québec comme une journée civile et un congé férié. Le premier article de cette loi est le suivant. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale. Elle reconnaît également que cette journée de festivité est un jour de chôme pour tous les travailleuses et les travailleurs du Québec. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. On dit que l'échec de l'accord du lac Meach, suivi du discours historique de M. Duceppe, aurait été les vecteurs du ravivement du mouvement souverainiste. Le Québec est notre seul pays, c'est le seul endroit au monde où nous puissions travailler à notre bonheur collectif dans la paix. Loin des marchandages mesquins, loin des ententes convenues dans le secret et la confusion. Ce pays où il fait bon vivre, je l'aime, vous le savez tous, et je sais que vous l'aimez tous. Mais dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, nous devrons travailler tous très fort pour que le Québec puisse assumer son destin en toute liberté. Nous avons vu ensemble que la Saint-Jean a souvent été un jour marquant dans l'histoire du Québec. Que ce soit à l'époque de Louis-Joseph Papineau, de Daniel Johnson, de René Lévesque, de Jean Duceppe, ou même la nôtre, la fête nationale a toujours été un symbole d'affirmation culturelle du Québec. Et elle nous rappelle à chaque année que nous avons de quoi être fiers d'être Québécois. Merci beaucoup et bonne Saint-Jean. Soyez à l'affût pour notre prochaine vidéo qui portera sur un très connu chansonnier québécois que nous avons mentionné aujourd'hui.